Bonjour à tous. Alain, merci de m'avoir réinvité. Je me demande, tu dois être quand même courageux de me faire venir à chaque fois pour voir ça. Alors, je vais vous parler alors des salles multimodales que vous avez déjà vues installées dans un environnement de bloc opératoire. En fait, ce qui m'agace toujours, c'est le mot salle hybride, qui veut rien dire. C'est une invention commerciale, je suis content que les constructeurs soient là. Ça n'existe pas une salle hybride. Moi, je ne connais pas des animaux hybrides, des choses comme ça. Une salle hybride, c'est tout simplement une machine d'imagerie installée dans un environnement de bloc, rien d'autre. Donc, à partir de là, à part du nom qui est effectivement très attrayant, il n'y a pas grand-chose d'autre. Alors, je vais vous dire le concept développé à Strasbourg, qui était soutenu effectivement largement par l'administration et surtout les médecins. Je dois dire que ça n'aurait jamais eu lieu, vu que tous les ans on présente les budgets de la radiologie interventionnelle avec 1,4, 1,5 million de déficit. Ils sont courageux de continuer, c'est parce qu'ils savent l'intérêt qu'il y a pour les malades. Alors, tout a commencé par l'installation de première salle interventionnelle multimodale à Strasbourg. Il n'y a pas de son là, j'entends pas. On a trop affaibli. Alors, vous voyez les salles, comme Eric vous l'a montré, c'est les salles qui associent un scanner multimodal, l'angiographie et l'échographie. Vous allez de l'un à l'autre comme vous le voulez. C'est pas si simple que ça, on en parlait justement tout de suite pour dire que techniquement pour les techniciens de la salle c'est très complexe. Il faut maîtriser tout en même temps et pour les opérateurs, plus il y a d'écrans, plus c'est compliqué. Ce qui fait que l'intérêt de la radiologue qui vit dans le 3D, c'est pour ça que pour nous, c'est plus aisé que pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, parce que c'est pas si simple que ça. Alors, en 2018, on avait cette salle-là. Ils nous ont, comme on avait un projet de changement pour passer à la nouvelle, on s'est dit pourquoi on ne garderait pas le scanner, parce que l'hôpital de Haute-Pierre voulait aussi la même salle. Les chirurgiens demandaient qu'on soit installé avec eux au bloc opératoire. Donc, on a fait le projet qui est passé, effectivement, d'emmener la salle d'un côté à l'autre. Ils nous ont pris quand même un peu pour les ahuris. Et enfin, ils ont accepté de déménager la salle. Alors, pour vous montrer que ce n'est pas simple d'installer ce genre de salle, regardez comment ça se passait. Alors, premier hôpital, l'hôpital central, il a fallu démonter la machine qui est avec des rails et quand même plus de 2 tonnes pour l'emmener à l'autre côté. Le démontage. Donc quand vous lancez là-dedans, il faut savoir que c'est ça qui vous attend. Ça paraît rapide, mais ça prend 2 mois. Donc arrêt d'activité, préparation de la salle dans l'autre hôpital. Déménagement. 5e étage. Au bloc opératoire avec tous les autres chirurgiens. Vous comprenez que les chirurgiens, pour qu'on nous laisse faire ça au bloc, il fallait quand même avoir le raccord. Alors maintenant, installation de la nouvelle salle dans l'hôpital central. Donc comme je vous disais, 2 mois et demi de travaux. Donc si vous vous lancez là-dedans, soyez prêts à ça. Ça ne s'installe pas comme un scanner normal en une semaine. Donc il faut être prêt à accepter ces contraintes-là. Pourquoi il ne change pas? Voilà, il doit normalement aller à l'autre, voilà. Alors, est-ce que c'est un pari gagné? C'est ça qu'Alain voulait que je présente. Alors, c'est une très grande question. C'est gagné de se mettre au bloc opératoire. Est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients? Effectivement, il y a des choses qu'il faut dire. L'avantage était que nous sommes en pénurie d'anesthésistes. La plupart de nos gestes se font en anesthésie générale ou sédation pour les gestes lourds. Donc, toute la matinée, on travaille jusqu'à 15 heures avec les anesthésistes. Pour avoir des anesthésistes, des infirmières, aujourd'hui, la bataille est là. Il faut aller où ils sont. Donc, c'est où ils sont au bloc opératoire et ils acceptent de venir. L'environnement stérile, je pense il faut accepter que la plupart de nos gestes, si on voulait en particulier faire des gestes mixtes, ce que vous allez voir à la fin, nécessitent un environnement ISO 6, ISO 5 pour faire les choses qu'on fait. Donc, il faut être là. On est beaucoup plus visible pour les chirurgiens. On est toute la journée avec eux. Je sais que cette visibilité a le côté contraire aussi, d'être trop visible. On reviendra dessus. Collaboration directe avec les chirurgiens. À partir du moment où vous êtes installé avec eux, vous êtes en fait un hôtel 5 étoiles all inclusif. Pourquoi vous voulez qu'ils s'emmerdent à venir installer leur salle complexe tout seul et apprendre à utiliser une IRM, un scanner et autres? Quand ils ont besoin de vous, ils disent qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Ils viennent, vous le faites ensemble. Chacun met sa connaissance autour d'un patient. Enfin, quand vous êtes au bloc opératoire,
par rapport au service de radiologie, vous n'êtes pas embêté par les coups de fil, les gens qui rentrent, qui sortent, qui vous demandent est-ce que tu peux interpréter ça, il y a un coup de fil. Là, vous êtes quand même assez isolé, vous pouvez vous concentrer. Les inconvénients, vous êtes isolé de vos collègues. Vous êtes seul dans un milieu qui peut être hostile avec les chirurgiens si vous n'entendez pas bien avec ça. Vous avez des sollicitations et des convoitises. Les gens voient le gâteau que vous avez, hein, parce que c'est vrai que ces salles-là, c'est extrêmement attirant. Ça, vous le montrez directement à vos collègues qui rentrent et qui sortent. Enfin, difficulté d'accès aux patients ambulatoires. À partir du moment où vous êtes au bloc, vous ne pouvez pas faire entrer les malades qui se déshabillent dehors, qui rentrent pour faire les gestes. Donc, il faut avoir deux environnements un peu différents pour pouvoir accepter ces deux possibilités. Les gestes explosifs, ça veut dire que l'augmentation du nombre de gestes varie entre 18 et 25% selon les années. Donc, il faut pouvoir faire appel. Si on n'est pas assez nombreux, si l'on pas à cette salle, c'est même pas la peine d'y aller. Le nombre de radiologues interventionnels reste essentiel dans notre pays et dans toute l'Europe. On ne répond pas à la demande aujourd'hui. Donc c'est important. Alors les avantages de ces scanners, est-ce qu'on a besoin de ça? D'abord, pour les gestes simples, ces scanners vous permettent de faire des volumes régulièrement. Ça veut dire n'importe quel endroit, comme Eric vous l'a montré, est accessible aujourd'hui. Les dissections, tout organe, avant on se disait c'est oblique, pas oblique. Vous faites un volume, vous faites les trajets et vous y allez. C'est aucun problème. Des lésions qu'il y a quelques années, on ne pensait pas faire. Là, je pense qu'un ostéoblastome comme ça, il y a quelques années, je ne pensais même pas pouvoir l'approcher vu l'endroit où c'est. Aujourd'hui, avec la cryo, les potentiels évoqués, les scanners volumiques, ça devient des choses qu'on peut faire. L'approche est extrêmement précise. Vous pourrez faire des thermométries et surtout l'approche sous anesthésie générale par des anesthésistes entraînés, l'environnement de bloc et surtout autre chose, avoir la directe physiologie et la monitoring est essentiel dans ce genre de cadre et il faut l'avoir. Le problème, c'est quoi? Il n'y a pas assez de neurophysiologistes accessibles. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un de nos jeunes collaborateurs avec une deuxième manip qu'on a formé à le faire tout seul. Et bien, vous savez, on sait le faire tout seul. C'est compliqué, mais ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, quand on veut. Mais bon, effectivement, ce n'est pas si simple que ça. Combinaison maintenant de scanner et la scopie. Est-ce que c'est du luxe? Est-ce que c'est du luxe et ce n'est pas du luxe? Je pense que les gens qui travaillent, ils ont rencontré cette situation-là, qu'on voit tous, hein, qui arrivent quand on fait des interventionnels. Voilà. Vous faites l'écho d'abord, hein, vous savez. Voilà, c'est Eric montrait. On va au scanner. Ablation completed. Everything went perfect. Ça arrive, hein. Bon. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? En dehors de ça, on appelait un anesthésiste. We need to go to the angio suite. Il fallait aller en angio, vous vous en souvenez de ça? Qui n'était pas toujours à côté, évidemment, le scanner. Vous arriviez, la salle était coupée par les cardiologues, par l'équipe, donc il fallait retourner. Ben, aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez tout dans la même salle. Il faut avoir aussi la compétence. Hein. C'est pas que seulement la salle, il faut avoir des angiographistes avec vous pour pouvoir faire ça. Ablation completed. Everything went perfect. Ça, c'est ce qu'on dit habituellement. Hein. Et là, dans ces cas-là, vous êtes dans la salle. Et si vous avez la compétence de faire l'embolisation, vous faites tout de suite votre embolisation si l'anesthésiste ne renverse pas son café sur votre machine. Vous pourrez changer pour moi. Vous pourrez le changer, le diapo, s'il vous plaît. Voilà. Enfin, l'imagerie 4D. Qu'est-ce que c'est l'imagerie 4D? C'est qu'on peut faire des images en temps réel et en volume. Ça veut dire que quand vous voulez voir en temps réel un volume, vous pourrez faire des injections et suivre exactement la distribution de votre produit, où est-ce qui se passe. C'est très utile pour les cas les plus complexes qui sont effectivement le problème essentiel de ça. Trouver la combinaison de scanner-scopie, évidemment, pour tout ce qui est gestes osseux ou les gestes embolisation-ablation, c'est essentiel. Donc, quand j'entends les gens qui me disent « moi, je sais tout faire avec le cone beam », c'est assez énervant parce que ce n'est pas tout à fait vrai. La réalité n'est pas là-dedans. Alors, vous voyez, quand vous avez un geste comme celui-là, où il faut faire une embolisation préalable du foie et l'ablation, comme vous l'avez vu avec Eric,
Il vaut mieux dans ces salles-là, vous faites votre partie embolisation, la même sédation, vous faites la dissection du diaphragme et vous faites votre ablation. Tout est fait pendant la même sédation, pendant la même intervention. Vous n'avez pas utilisé 2 fois l'anesthésie générale et le patient rentre et sort sans s'en rendre compte avec des ablations larges et complètes. N'oublions pas quand même que le premier traitement est toujours le plus important. La même chose pour le rein. Eric vous a montré les embolisations. Nous, ce qu'on fait dans ces cas-là pour les tumeurs centrales, pour ne pas emboliser comme ils ont toujours des fonctions rénales limites, on met les aiguilles de cryo en place. Une fois qu'on est en place, on passe en angiographie. On met un ballon dans l'artère rénale en faisant la superposition des images. Vous voyez, on recale en 3D, le scanner est recalé, on clique sur l'origine de l'artère rénale. Comme ça, l'angiographique, quand il rentre en salle, il vise exactement, sans faire trop de scopie, l'endroit où il va finir. Et voilà ce que l'image de superposition et fusion. Le ballon est mis en place. Une fois que le ballon est mis en place, on commence à faire notre ablation. Donc, on ne fait pas d'embolisation dans ces cas-là. Et une fois que c'est fait, la glace est faite. Et juste à la fin, pour être sûr qu'on n'a quand même pas thrombosé l'artère rénale, on fait une nouvelle angio pour faire l'ablation. Donc, ce qui fait que ça plaît beaucoup aux chirurgiens. Enfin, d'autres gestes qu'il faut mettre au point. Comme vous avez ces instruments, vous pouvez innover. Comme vous l'avez entendu avec la présentation précédente, on peut innover vu qu'on a des outils qu'on voit. Ici, vous voyez une métastase de C2 chez un malade en palliatif, très avancé, Minerve 24 heures sur 24. Les chirurgiens nous disent trop fatigués pour aller faire la chirurgie ouverte. Donc, ces cas-là, il faut essayer de trouver quelque chose. Le ciment seul ne suffit pas parce que vous voyez que le dent de l'axis est effectivement complètement nécrosé. Vous pouvez même calculer à l'avance le volume de ciment que vous voulez mettre dans ce patient-là, l'axe d'approche pour fixer le malade et les différents espaces anatomiques qu'il faut protéger. Évidemment, là, il faut commencer par l'hydrodissection, on commence à pousser les organes de voisinage. Il ne faut pas hésiter, il faut mettre beaucoup de fluide. Il ne faut pas venir avec 10 millilitres. Une fois qu'on a fait, il faut disséquer aussi l'espace rétropharyngé. On pousse l'aiguille, on commence à disséquer l'espace rétropharyngé. Une fois que c'est fait, on insère la broche par la voie la plus basse possible au-dessus du sternum. La broche arrive, on l'insère dans le C3 ici, comme il n'y a pas de base. On rentre dans la vertèbre et juste à la fin, après ça, on commence à faire le vissage à travers un petit pertuis cutané qui permet effectivement de rentrer la vis. Julien adore faire ça. Effectivement, plus c'est compliqué, plus ils adorent. Voilà la vis qui va rentrer à l'intérieur. Vissage percutané qui est fait. Ensuite, cimentoplastie avec le volume calculé à l'avance pour voir exactement le volume que nous avons besoin. Et voilà ce patient qui rentre chez lui sans Minerve. D'accord, c'est un geste palliatif, mais vous imaginez ce que ça change pour un patient de ce type-là. Alors, regardez ça. Toutes ces évolutions-là, c'est dans la main des radiologues. It's a small step for the radiologist. Vous comprenez que Leap for interventional oncology. ça donne envie à tous les chirurgiens d'avoir ça. Vous le comprenez bien. Comme dit, on s'imagine pourquoi tout le monde a envie d'avoir ça. Vous pouvez passer la diapo parce qu'à chaque fois j'ai du mal là. Passez au suivant s'il vous plaît. Je vais le faire moi-même, ça va aller plus vite. Alors, voilà, parfait. Alors, est-ce qu'il y a un conflit avec les chirurgiens? C'est les 5 dernières minutes de ma présentation avec ça. Alors, effectivement, il peut y avoir un conflit. Voyez bien, je vous l'ai montré le film précédent. Quand ils voient ça, ils se disent, mais on n'a pas... Et il faut les comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, un neurochirurgien opère avec rien. Ils font du stéréotaxie, ils ne voient pas ce qu'ils enlèvent. On ne peut pas leur laisser dans un état comme ça. C'est des patients qui l'opèrent. Donc, il faut qu'on leur donne la possibilité de profiter de ce qu'on a. Par contre, où je suis contre, ce n'est pas à eux d'apprendre notre métier.
Nous, on connaît nos domaines de pied, ils doivent faire le leur. Avec nous, ensemble, on peut avancer. Donc, évidemment, ça donne envie. On a commencé avec Hervé Lang, notre urologue, qui effectivement était très ouvert à ce genre de gestes mixtes, en commençant à faire les tumeurs pelviennes qui n'étaient pas faisables par nous, par ablation, parce qu'ils étaient trop profonds, entourés par des organes de voisinage, et pour eux, parce que c'était inextirpable chirurgicalement. Ici, par exemple, vous voyez une récidive d'une énorme tumeur d'ethmoïde du pelvis, compression de la vessie, du rectum, du vagin. Donc, cette patiente-là, par exemple, elle allait pour vider sa vessie tous les 15 minutes. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? À la place de le faire seul, on le fait ensemble. Ça veut dire les chirurgiens viennent chez nous, ils font la première partie, on fait un mini laparotomie. Ça, c'est pas notre job, vous êtes d'accord? Ça, c'est pas quelque chose qu'on a appris à faire et on va pas apprendre à le faire. Ça met des années. Donc, on va laisser faire eux. Ils viennent en salle. Il faut leur donner l'environnement nécessaire, donc installation au bloc opératoire, avec l'ISO nécessaire pour pouvoir faire des mini-laparotomies. Une fois qu'ils ont disséqué, nous, on rentre en salle. Et c'est là qu'ils vous montrent, voilà, l'axe est fait. On passe à la partie interventionnelle, notre job à nous. Ça, c'est ce que nous savons faire. À partir de là, on passe directement à travers la mini-laparotomie, les organes sont écartés. On commence à installer à travers l'ouverture les différentes sondes de cryothérapie, comme vous le voyez, directement sans passer à travers les organes de voisinage. Toutes les sondes installées, on fait la cryo, sous contrôle de l'imagerie. Toute la tumeur est gelée, vous voyez, nombre d'aiguilles qui rentrent directement à travers la parole, l'intestin, la vessie, tout est écarté. Une fois qu'on a fait la cryo, l'équipe de chirurgie revient, fait la fermeture. Et ce qui se passe, c'est que ce genre de choses n'était pas fait avant. Pour moi, c'est ça qui est en fait de l'avenir. C'est pas venir chacun faire le boulot des autres. Je pense que là encore, voilà. Encore autre chose, base du crâne, les ORL. Vous savez, quand on a des cancers d'ORL de ce type-là, ces malades-là, après la radiothérapie, on leur proposait quoi? Pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on a ce genre de récidive, comme cette cancer épidermoïde qui récidive, regardez déjà l'état de ce patient-là. Ce cancer, il est là, il n'y a plus rien à faire. La radiothérapie est déjà faite. Ce patient est déjà assez abîmé. Comme vous le voyez, il y a un trou dans son visage. Donc, on vient avec nos chirurgiens ORL, professeur Debris, on se dit, bon, d'accord, on se donne la chance, la cryothérapie passe à travers tout. L'os ne le limite pas, donc on le fait ensemble. Ils sont avec nous, avec l'endoscopie et les vidéos. On met nos aiguilles en place. Une fois qu'on est en place, regardez, 1 an après, ce malade, il a une nécrose complète. Malheureusement, tous ne sont pas comme ça. Mais on arrive à faire des choses de plus en plus poussées avec eux. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble pour pouvoir s'entourer et faire ce genre de gestes. Ils sont là aussi parce qu'à partir d'un moment donné, moi, la glace, je ne peux pas le voir. Ils ont avec la vidéo, on suit le glaçon. Encore plus poussé, les glioblastomes. Il y a quelques années, après la récidive de premier glioblastome, on ne faisait rien. Grâce à ces blocs qui sont installés dans un environnement, les neurochirurgiens viennent. Ici, vous voyez Hélène Sebula et professeur Proust. Premier temps, il arrive, il ouvre le crâne. Son malade est déjà opéré, donc la craniotomie est déjà faite, la radiothérapie est faite, il prépare l'accès pour nous, un peu comme la mini-laparotomie que vous avez vue. Le cerveau est exposé. Là, on pousse le malade dans la salle à côté parce que là, la partie cryothérapie du cerveau ne peut se faire qu'en IRM. C'est ça l'intérêt d'avoir des salles communes et tous dans une salle qui sont d'ISO 5 ou 6. Et là, les sondes sont placées. Ça, par contre, c'est très artisanal et difficile parce que pour le moment, pousser des sondes de cryothérapie, comme vous le voyez ici à la main, c'est extrêmement compliqué. Ça, il faut que ça soit robotisé, il faut que ça soit standardisé et mettre 4 sondes comme ça, franchement, ce n'est pas simple. Et vous voyez, le glaçon est très nettement visible qu'en IRM. Et là, vous voyez combien on fait. Et encore une fois, là, vous avez besoin d'un neurochirurgien qui est le seul capable de vous dire, vu son expérience, jusqu'où on peut pousser la destruction tumorale. Et une fois que vous avez fait ça, on revient, fermeture, encore dans la salle à côté pour finir. Comme dit, quand les choses deviennent compliquées, il faut mettre tout le monde autour du malade. Quand il n'y a plus de plan, il faut passer plan B, il faut mettre tout le monde autour. Ce n'est pas la peine de jouer au héros, c'est là que vous voyez la collaboration multidisciplinaire peut aider les malades et les faire. Alors pour conclure, je suis presque dans les temps, multidisciplinarité, standardisation, modélisation, c'est extrêmement important et qualité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Évidemment, on a beaucoup de chance dans notre spécialité. On ne se rend pas compte, on se plaint beaucoup, mais on a énormément de chance.
On a un champ d'évolution qui est immense et tous les jours ça change. C'est pour ça qu'il faut être plus nombreux, plus systématique, plus standard pour être un peu comparable avec tous les autres. Merci beaucoup. Merci Afshin. Toujours très spectaculaire, tes présentations. Mais c'est pour ça qu'Alain me fait venir pour doit juste faire le show. Hein. Ça doit être pour ça. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a un peu de temps. On est convaincu de la nécessité de mettre les salles de radiologie interventionnelle dans les blocs opératoires avec les inconvénients que tu as rappelés, mais c'est le prix à payer. C'est quand même, au-delà de ça, un confort de travail et puis surtout un accès effectivement à l'anesthésie, à la stérilité qui est parfait. Tu nous parles de la collaboration radiologue-chirurgien, ça me paraît une voie tout à fait intéressante. Malheureusement, de temps en temps, ce n'est pas la collaboration, c'est la concurrence. Et on voit qu'il y a des spécialités chirurgicales qui vont avoir du mal à survivre sans s'approprier les techniques radiologiques. J'ai l'impression que la radiologie interventionnelle vasculaire, au moins périphérique, elle est déjà à peu près perdue pour nous, parce que c'était la survie même des chirurgiens vasculaires qui était en jeu. Comment est-ce que tu perçois ces questions-là, qui sont des questions plus politiques que techniques, mais qui sont importantes pour l'avenir de notre spécialité, dans ta proximité de tous les jours avec nos collègues chirurgiens? Ce que je leur ai dit, à chaque fois qu'ils me disent ça, je leur dis, écoutez, quand le lavement parité a disparu pour la colonoscopie, nous, on n'est pas venu pleurer. Je pense que vous en souvenez. Quand j'étais interne, on faisait toujours des lavements. Hein, ça remonte au siècle précédent, mais on en faisait. Ça a disparu, aucun de nous, parce que c'était mieux. Donc je leur dis, écoutez... On était content que ça s'arrête aussi. Bah, exactement. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Tu as raison. Là, tu as raison. Mais quand on me dit, il y a beaucoup de techniques qui ont disparu de chez nous pour aller chez les autres. Je leur dis, écoutez, il faut collaborer et évoluer. Ils n'ont qu'à évoluer dans autre chose. Évidemment, beaucoup de techniques percutionnelles remplacent ce qu'ils font. La chirurgie vasculaire, je pense qu'on a perdu aux chirurgiens vasculaires parce qu'on n'était que technique. On était Midas. Ça veut dire quoi? On venait au garage Midas, changement de pot d'échappement et amortisseur sans rendez-vous. Personne ne savait qui faisait le geste. C'est ça notre erreur. Aujourd'hui, on voit les malades en consulte et le malade sait qui le voit et on a un adressage direct. Ça, c'est notre survie et ce qui est notre faiblesse aujourd'hui par rapport aux chirurgiens, c'est que eux, comme les cardiologues, ils sont présents dans tous les villages. Dans tous les villages, j'exagère pour les chirurgiens, mais un cardiologue, il y en a partout. Donc les chirurgiens vasculaires aujourd'hui sont plus menacés maintenant à leur tour par les cardiologues. Ça, les gens l'oublient, c'est qu'aujourd'hui, les cardiologues commencent à prendre une partie de la chirurgie vasculaire de plus en plus. Ils sont dans les salles hybrides, comme ils appellent ça. Pour nous, moi, je pense que je les invite à évoluer. C'est vrai que le cancer du rein, en dessous de 3 cm, je pense qu'ils se rendent compte que c'est perdu. C'est perdu, mais beaucoup d'autres choses, ils peuvent évoluer dans les chirurgies plus complexes, dans leur greffe, dans des choses comme ça. Il faut changer un peu leur métier, comme nous, on le fait tous les jours. Mais évidemment, il y a un risque maintenant pour l'oncologie interventionnelle où ils se rendent compte que c'est, en voyant ça, que c'est l'avenir. Mais je peux vous promettre que celles qui travaillent avec nous, ils se rendent compte que c'est un métier. C'est pas facile de mettre 3 aiguilles dans l'espace n'importe où. Ça se fait pas comme ça ne prend pas 15 jours. Un interne, il met 1 an à se repérer dans l'espace, bien, au scanner. Cette année-là, ils l'ont pas, ils veulent apprendre sur le tas. Je pense que ça, il faut pas l'oublier. Et celles qui travaillent avec nous, tous les chirurgiens qui travaillent avec nous, ils acceptent tout de suite, que ce soit les neurochirurgiens, les ORL, les urologues, les viscéraux, ils se disent c'est un autre métier. Quand on le simplifie en disant, mais de côté c'est simple, c'est une aiguille, hein. C'est vrai que le trou est petit, mais le dégât de l'autre côté fait 7 ou 8 cm. Donc, ce n'est pas si petit que ça. Oui, mais j'espère que ça se passera comme tu le dis et qu'ils inventeront des nouvelles techniques plus propres à leur spécialité. Malheureusement, souvent, ce qu'on constate, c'est qu'ils essaient surtout de s'approprier nos techniques. On voit par exemple le cas pour la thermoablation des nodules thyroïdiens. Hein, bon nombre de chirurgiens ont regardé ça avec un certain dédain pendant des années, puis maintenant qu'ils voient que ça fonctionne, ils veulent s'y mettre. Et en tout cas, à Lyon, ils ont clairement... comme objectif de récupérer cette technique qu'on a pourtant mis en place depuis maintenant 2 ans. Et là, la collaboration, l'espace est petit, peut-être la thyroïde, c'est pas très grand, et les innovations sont peut-être pas nombreuses, mais la collaboration, elle est plutôt faite de concurrence qu'autre chose. Mais en fait, certains chirurgiens, même mes amis, nous appellent les inventeurs de concept car. On invente des voitures qu'eux, ils mettent sur le marché. Ça, c'est un défaut qu'on avait toujours. Je pense que pour le garder, c'est pour ça que moi, je préfère rentrer chez eux. Qu'eux, ils rentrent chez moi. Je suis présent, j'assure sur le plateau technique tout ce qu'ils me demandent.
Il n'y a rien que je le refuse. Je fais tout ce qu'ils me demandent. À partir de là, on leur montre notre compétence. Il faut être assez nombreux. Là, on est 10 radiologues interventionnels temps plein, vasculaires et non vasculaires. On couvre le terrain. Si on n'est pas assez nombreux, on est mort. Mais il faudrait qu'on réponde là, dans les villes comme à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Il n'y a personne, c'est nous qui allons. Ça, c'est notre mort. On n'assure pas. Tu as des lits que tu... J'ai 5 lits, mais justement, ces 5 lits voyagent. J'en ai assez, donc je suis en train d'essayer de faire un service mix avec un des chirurgiens orthopédistes qui veut bien le faire avec moi pour avoir 12 lits, 6 et 6 qu'on gère. Mais c'est du chemin. Mais il faut avoir les lits, absolument. Prochaine étape, les lits, nos infirmières. Et on fait de toute façon, aujourd'hui, on fait nos visites, nos contre-visites, les prescriptions et les sorties. Je crois que tout ça est essentiel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Eric? Oui, Yafine, en pratique, pour la planification de tes examens, donc les procédures les moins compliquées, tu les fais dans la salle qu'on connaissait, où tu as l'IRM interventionnel, l'angio-CT et le cone-beam, et les procédures avancées au bloc opératoire. Et dans le bloc opératoire, tu as des jours dédiés pour les collaborations chirurgicales. Tu en fais combien? Parce qu'en fait, tu ne fais pas que des collaborations radiochirurgicales. Ça augmente, on a compris que ça augmentait, mais c'est encore à la marge. Absolument. Donc là, il n'y en a pas tous les jours, effectivement, mais je dirais qu'il y en a 2 ou 3 par mois, des choses lourdes qui prennent 5-6 heures. Il y en a de plus en plus et il y a la demande. Mais je pense que le problème de bloc opératoire au 5e de Haute-Pierre, c'est que les ambulants ne peuvent pas venir, évidemment. Sauf si l'étage 3, qui est le chirurgie ambulatoire, me donne des lits. S'il me donne des lits que le malade se déshabille là-bas et monte, je peux le faire. Donc, par exemple, pour les PICC-line, néphrostomie et tout, on doit avoir une autre salle qui est accessible au malade, qui rentre et qui sort. Donc, ça aussi, il faut le prévoir. Un autre intérêt que je vois, c'est pour la codification des examens. Être dans un environnement chirurgical, ça permet d'utiliser des DMS chirurgicaux qui rapportent beaucoup plus à l'hôpital que nos procédures à nous, qui sont sous-cotées en interventionnel. Là, en tout cas, il y a une de notre bataille qu'on mène, que Jean-Michel Bartoli mène actuellement, c'est le remboursement. Évidemment, le jour où les thyroïdes sont faits par les chirurgiens, sera remboursé différemment.